Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui vont nous écouter. Alors, je profite de l'occasion de recevoir Pascal ce soir pour vous rappeler que vous pouvez retrouver son article sur le phénomène des combustions humaines spontanées dans le premier numéro de Génération Cité d'Or qui est d'ores et déjà en vente sur le site générationcitédor.com. Voilà, vous verrez, c'est un article vraiment passionnant, sujet qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais ce soir, nous allons sur un autre univers. Nous allons explorer celui des animaux fantômes. Sujet d'ailleurs qui est extrait de ton dernier livre coécrit avec Monseigneur Paul Sanda aux éditions Trajectoire et qui s'appelle Fantômes, spectres et revenants, réflexions sur les orbes et l'au-delà de l'âme. Alors Pascal, que sont ces animaux fantômes ? Eh bien, tu sais, je pense que tout le monde sait ce qu'est un fantôme, bien sûr. Alors, des fantômes de personnes décédées, ça, beaucoup de personnes en ont vu, hein. Mais là, on va parler d'animaux, donc de spectres, d'apparitions, donc d'animaux décédés, voilà. Et c'est quelque chose de tout à fait incroyable, enfin incroyable. On a de nombreux cas qui ont jalonné l'histoire de ces animaux fantômes. Et ça nous amène par contre à une réflexion, parce que si des animaux se montrent ainsi après leur mort, on peut très bien imaginer que ces animaux sont dotés d'une âme, naturellement, hein. Alors, tu as encore bien sûr des gens qui vont nier que les animaux aient une âme. Les matérialistes, naturellement, hein, de toute façon pour eux, après la mort, il n'y a plus rien, donc circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est pas à ces gens-là que nous nous adressons, naturellement. Et par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la position des religions à ce sujet. Alors, pour la religion catholique, ils ont du mal à concevoir qu'un animal puisse avoir une âme, et ils imaginent plutôt qu'un animal est mu par une sorte d'énergie vitale, mais de là à lui concéder à l'animal une âme, il y a un pas qu'il n'avait pas à franchir, hein, véritablement. Alors, ce qui n'est pas le cas de l'hindouisme. L'hindouisme, là, par contre, je crois que c'est dans le Mahabharata, tu as Krishna qui parle de la chair des animaux et qui la compare donc au corps des enfants. Donc voilà. Donc pour lui, un animal c'est sacré, il fallait pas y toucher. Voilà. Et tu as aussi notre religion qui a vu le jour en Inde et qui s'appelle le jaïnisme, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, d'après ces gens-là, si tu veux, tout ce qui existe a forcément une âme et une conscience. Voilà. Donc déjà, ça nous pose, si tu veux, le problème, hein, de cette survie de l'âme animale après la mort de ces êtres. Et on va voir une multitude de cas que j'ai, on va dire, mis dans plusieurs catégories, hein. On a d'abord des lieux hantés par des animaux fantômes. On parlera aussi d'animaux fantômes qui se manifestent au moment de leur mort, hein, au moment M de leur mort. On a aussi des apparitions d'animaux fantômes quelque temps après leur décès. Et on a aussi des animaux fantômes qui annoncent la mort d'un être humain. Ça, c'est encore une autre catégorie. Donc, ce sont des phénomènes tout à fait curieux, mais très intéressants, très documentés. Et puis, donc, si tu veux, je commence, hein. Oui, effectivement, il y a certaines religions, en tout cas certaines croyances, où avant d'arriver dans une âme humaine, en tout cas dans un véhicule humain, notre corps traverserait plusieurs paliers, dont le palier animal. D'ailleurs, quand on regarde le comportement des animaux, particulièrement des chats, on peut vraiment se poser la question sur cette existence de l'âme dans les animaux. D'ailleurs, il paraîtrait que si vous fixez un chat pendant plus de 6 minutes droit dans les yeux sans quitter son regard, vous deviendriez fou parce que vous ne supporteriez pas le poids de son âme. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende. En tout cas, voilà, on va donc voir plusieurs cas. Et puis moi, à la fin de l'émission, je vous donnerai un petit cas personnel qui m'est arrivé. Tu verras, tu connais pas encore le cas. Tu verras, c'est assez intéressant. Donc, par quel cas veux-tu commencer ?
Alors, bon, on va parler d'abord des lieux hantés par des animaux fantômes, mais avant, j'aimerais apporter encore de précision, c'est que la plupart des animaux fantômes qui se sont manifestés, c'est essentiellement des chiens et des chats. Alors, ça vient peut-être du fait qu'ils sont plus attachés à l'homme que les autres animaux, naturellement, mais il ne faut pas perdre de vue que d'autres fantômes d'animaux ont fait également des apparitions. On a vu des chevaux fantômes, des moutons, des cochons et même une araignée, figure-toi. Donc, comme quoi, voilà, ça touche vraiment toute la jante animale. C'est ce que je voulais préciser. Et pour rebondir aussi sur ce que tu as dit sur le chat, je ne sais pas si tu as vu le film Constantine. Ça permettait donc au héros du film, dans Constantine, d'accéder à un autre monde, hein, en fixant un chat dans les yeux justement. Donc c'est un film très très intéressant à voir et voilà. Donc c'était un animal un petit peu psychagogue, quoi, qui permet de passer de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, nous allons aborder, comme je le disais tout à l'heure, des lieux hantés par des animaux fantômes. Alors l'un de ces lieux les plus connus, c'est le fameux château de Combourg où a vécu naturellement Chateaubriand. Voilà. Alors Chateaubriand, il nous a rappelé que lorsqu'il était jeune, hein, dans ce château, qui vivait avec sa famille, sa mère et sa sœur lui demandaient de les accompagner le soir dans leurs chambres respectives pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fantômes. Il fallait qu'ils regardent sous les lits, derrière la porte, qu'ils regardent également dans les couloirs, dans les escaliers. Parce que en fait, il y avait effectivement des apparitions et des apparitions d'un certain comte de Combourg qui était censé être décédé dans le château 3 siècles auparavant et qui se promenait toujours avec un chat noir, figure-toi. Hein, voilà. Enfin, hein, le fantôme de ce comte avec une jambe de bois et à côté de lui, le fantôme d'un chat noir. Alors, si bien que déjà apparition d'un chat fantôme, hein, et ce qui est incroyable, c'est que le neveu de Chateaubriand, il avait fait des travaux dans ce château en 1876. Et lors de cette réalisation de travaux, eh bien, on a trouvé le corps d'un chat momifié, donc un chat noir momifié, emmuré, hein, donc, dans ce château. Et donc ça donne, si tu veux, euh, une sorte de preuve que l'animal décédé était devenu après un fantôme. Alors, comment se fait-il qu'on ait trouvé un chat momifié dans un mur du château de Combourg? Il faut savoir qu'au Moyen Âge, c'était une pratique assez courante. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, Antoine, mais lorsque nous avons visité ensemble Cordes-sur-Ciel, ils avaient exposé dans le musée Charles Portal donc la momie d'un chat qui avait été retrouvé aussi dans un mur et c'était une chose complètement ahurissante de voir ça, mais au Moyen Âge, ils avaient pris pour habitude, dans certaines demeures, d'emmurer vivant un pauvre chat noir qui était censé éloigner le diable. Voilà. Donc, tu imagines la souffrance de ces pauvres bêtes emmurées vivantes et dont on retrouve le corps momifié, bien sûr, plusieurs siècles après. Voilà. Donc, c'est ce qui avait dû se passer au château de Combourg, si tu veux. Voilà, une tradition complètement idiote, mais voilà. Donc déjà, premier lieu hanté, le château de Combourg, qui serait hanté par un chat fantôme. Voilà. Alors, j'ai un autre cas aussi très intéressant qui s'est passé en 1815 dans la Tour de Londres. Alors, dans la Tour de Londres, il faut savoir que c'est là qu'on gardait les joyaux de la couronne, hein, britannique. Et il y avait un soldat anglais donc qui était en poste devant la porte de la pièce où on gardait le fameux trésor donc britannique. Et à un moment donné, il s'est retrouvé face à un ours gigantesque. Alors, il a eu la peur de sa vie et il avait son fusil avec la baïonnette et il a voulu planter sa baïonnette dans le corps de l'ours, mais la baïonnette n'a rencontré que du vide et est allée se ficher dans une lourde porte en chêne. Voilà. Alors,
après avoir eu cette expérience tout à fait incroyable, il s'est évanoui, hein, le soldat. Et on est allé bien sûr à son secours et ce n'est que le lendemain qu'il a réussi à parler et dire ce qui s'était passé, que cet ours gigantesque était soudainement apparu devant lui. Et puis c'est tout. Donc, et par contre, il est mort 2 jours après. Il a fait sans doute une crise d'apoplexie. Enfin, le choc de cette apparition a été tellement terrible qu'il en est mort, le pauvre homme. Alors certains ont supposé qu'il avait peut-être fait un cauchemar, qu'il s'était endormi, ou alors qu'il était ivre, mais pas du tout, puisqu'il avait été vu quelques instants auparavant cet incident par une autre sentinelle, et qui a confirmé qu'il était parfaitement sobre, qu'il ne dormait pas du tout, il était bien tout à fait en éveil pour monter la garde, hein, comme il se devait. Voilà. Donc, alors, pourquoi un ours serait apparu brusquement devant lui? Alors, il faut savoir également que dans la tour de Londres, il y avait une ménagerie et on gardait des animaux sauvages dans cet endroit et elle a été fermée, la ménagerie, qu'en 1835. Voilà. Donc, ce qui expliquerait qu'un animal mort dans ces lieux, après, se soit mis à hanter la tour de Londres. Voilà, tout simplement. Alors, on a aussi un cas très intéressant en Irlande, là, que j'ai retrouvé. Alors, ça concernait une certaine Toy Staple, elle s'appelait, cette dame qui s'est souvenue de ce cas de hantise. Alors, lorsqu'elle était enfant, elle voyait le soir quand elle se mettait au lit, elle voyait un petit chien fantôme qui était de la race des loulous de Poméranie s'approcher de son lit, qui venait à son chevet et qui la regardait fixement en tirant la langue comme s'il lui demandait l'autorisation de monter sur le lit, tu vois. Alors la petite fille qui adorait les animaux, par contre là, elle était, pour le coup très, très, apeurée parce qu'elle savait très bien qu'elle avait affaire à un fantôme et pas un véritable chien puisqu'elle pouvait voir les meubles de sa chambre à travers le spectre, c'est pour te dire. Alors elle se mettait à hurler, elle appelait sa mère et la mère, lorsqu'elle, entrait dans la chambre, aussitôt, le petit chien fantôme, se dirigeait vers la mère et après la suivait, lorsqu'elle repartait. Alors la mère ne voyait pas du tout cette apparition, il y avait que la petite fille, qui le voyait et alors, par contre, ce qui est très, très intéressant dans ce cas-là, c'est que tu as l'impression qu'il y a une interaction avec l'animal qui, d'un seul coup, se retourne lorsque la porte s'ouvre et qui se met à suivre la mère, tu vois? Donc, c'est quand même très, très intéressant comme cas. Alors, il a été confirmé en plus par 2 autres membres de la famille et par les précédents propriétaires qui habitaient, dans cette maison. En tout, il y a 4 adultes, alors qui ne l'ont pas vu, mais qui la nuit, ont senti des choses, particulières puisqu'ils sentaient comme le poids d'un petit chien qui sautait sur le lit et qui arrivait au niveau de leurs pieds et qui remontait jusqu'à la hauteur de leurs épaules pour après redescendre au sol. Donc sans le voir, ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas et quand ils se levaient, ils trouvaient rien naturellement, hein. Voilà. Alors ensuite, on a aussi un autre témoignage, alors celui d'un révérend en 1915. Ce révérend, il s'appelle Charles, enfin il s'appelait bien sûr parce qu'il doit être décédé, Charles Tweedale. Alors il nous a raconté, ce révérend, que euh, un soir où sa femme était montée à l'étage pour préparer le lit dans la chambre, mettre en place les oreillers, etc. Et sa femme, à un moment donné, s'est aperçue qu'il y avait un énorme chien noir au pied du lit. Donc, elle savait même pas ce que faisait ce chien-là. Et le chat de la maison, qui avait suivi sa maîtresse, il est arrivé en haut des escaliers, il entre dans la chambre, il se met à avoir une réaction, mais terrible. Il se met à faire le gros dos, à feuler, à griffer l'air de ses griffes, et puis il est terrorisé, il va sauter après sur un meuble, une coiffeuse, hein, bien sûr, une coiffeuse, c'est là où les femmes, devant un miroir, se faisaient la toilette du soir, etc. Et il va se planquer après derrière le miroir donc de cette coiffeuse. Et donc, ce qui est intéressant là aussi dans ce cas, c'est qu'on a une réaction animale. Donc, le chat de la maison, qui lui était bien vivant, il a vu le fantôme de ce chien, parce que ce chien, après, qui était au pied du lit, il a fini par disparaître, comme par enchantement. Donc, comme je le disais, c'est très intéressant, parce que non seulement la femme l'a vu, mais également son chat.
hein. Donc, réaction animale, c'est très très intéressant. Voilà. Pascal, alors une question quand même sur ces chiens noirs, parce que tu te rappelles, nous avions fait une émission ensemble sur les Black Dogs, avec ce fameux chien qui apparaît, ça devait être au XVIe ou XVIIe siècle, en plein milieu d'une église, au milieu des pieux croyants qui sont là, médusés de voir apparaître cette créature du diable. Alors là, on était aussi sur une apparition fantomatique ou c'était encore autre chose? Mais si tu veux, on pourrait effectivement inclure le phénomène des Black Dogs dans les animaux fantômes, pourquoi pas, parce qu'ils apparaissent, ils disparaissent à volonté. Pourquoi pas, mais alors ce sont des chiens quand même très particuliers, les Black Dogs, parce que comme tu t'en rappelles, ils ont des yeux rouges incandescents, hein, on dirait de charbon ardent, ils ont une taille exceptionnelle, ils sont plus grands que des veaux, ils sont entièrement en noir, et puis il y a des phénomènes qui se déroulent autour d'eux tout à fait extraordinaires. Moi, je me souviens notamment de ce cas, je crois que c'était passé en 1972 dans la maison d'un agriculteur. Le gars, il trouve ce chien noir dans son salon. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est terrorisé, bien sûr, par ce chien qui est très très effrayant, et ses yeux rouges là, qui on dirait de braise là. Donc, il prend un tisonnier dans la cheminée, il lui en assène un coup. Et le chien, il se met à disparaître dans un éclair, mais avec un bruit en plus tout à fait détonnant, c'est le cas de le dire, parce que après il va s'apercevoir que toutes les vitres de la maison ont été brisées, les toitures ont été endommagées, et tout son système électrique est mort, voilà, a été grillé. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier, hein. Et on a aussi ce cas d'un Britannique qui se baladait dans la campagne, et il passait près de deux mégalithes connus dans la région sous le nom de chevaux du diable. Et d'un seul coup, il se trouve nez à nez avec un de ses chiens, hein. Alors lui, il avait son propre chien qui était un mastif. Alors un mastif, il faut savoir que c'est un chien qui pèse dans les 100 kilos, hein. Le dog britannique, il est costaud, hein. Alors il veut envoyer son chien contre le black dog, mais son chien, il s'est mis à avoir peur, et il a refusé de bouger. Et à un moment donné, le black dog, il s'est retrouvé entouré d'un cercle de feu, hein, avant de disparaître. Donc, ce sont des cas très très étonnants. Mais alors, pour certains, ce sont des chiens de l'enfer, des chiens démons, mais est-ce que ça serait pas aussi quelque chose de lié au phénomène de hantise? C'est très difficile. De toute façon, on n'a pas d'explication à l'heure actuelle concernant les Black Dogs, hein. Ça reste un mystère, un grand mystère. Ok. Bon, revenons donc à nos fameux animaux fantômes, du coup. Alors là, je vais passer maintenant à quelque chose euh, qui va peut-être émouvoir plus d'une personne, parce qu'il y a des cas là qui sont très très émouvants, hein. D'ailleurs, je vais t'avouer quelque chose. Lorsque j'ai écrit cet article à l'époque, ça m'a tiré la larme à l'œil, hein. C'est une évidence. Alors, on va parler d'abord d'un cas. Alors donc de ces animaux fantômes qui apparaissent au moment de leur mort, hein, au moment M. Alors on a le cas d'un Britannique qui s'appelait Phipps. C'est un commerçant, et au mois d'août 1883, il était parti avec sa femme en vacances, et ils avaient laissé leur chien du nom de Fox à la garde de leur bonne, si tu veux, qui était restée chez eux. Voilà. Et un soir, il va se coucher et puis se met à faire un terrible cauchemar. Il voit son chien mort au pied d'un mur en pierre sèche, et puis il est réveillé brutalement en sursaut, et puis il s'est dit bon, j'ai dû faire un mauvais cauchemar, et puis c'est tout. Le problème, c'est que le lendemain, il reçoit un télégramme de sa bonne lui disant que son chien a disparu. Alors, il était à une longue distance, hein, il était parti en vacances, et à cette époque-là, fin 19e, on ne pouvait pas prendre une voiture, voilà, c'était les carrioles tirées par les chevaux encore, voilà. Et donc, il envoie encore un télégramme à sa bonne pour lui dire, mais écoutez, mais tout en œuvre, voilà, pour retrouver ce chien, pour voir ce qu'il est devenu. Et finalement, 2 jours plus tard, pardon, il reçoit encore un télégramme lui annonçant que son chien est mort. Voilà. Alors, de retour chez lui, il va mener son enquête, et il va apprendre en fait que son chien a été tué, massacré par 2 bulldogs, hein.
et, et que le propriétaire de ces bulldogs, pour pas avoir d'ennui, après le soir, il était revenu pour enterrer le chien, vite fait, bien fait. Mais une dame avait été témoin de l'agonie de ce pauvre chien et elle a montré l'emplacement à ce Phipps et il s'est avéré que l'emplacement où le chien est décédé, c'était exactement l'endroit où il avait vu dans son rêve. C'était un mur en pierre sèche et exactement comme dans son rêve. Voilà. Donc c'est à croire qu'au moment où il est mort, le chien, il a envoyé comme un flux, si tu veux, euh, comment te dire ça, il a voulu communiquer avec son maître hein, pour lui dire adieu quelque part et puis pour lui montrer où est-ce qu'il était mort. Hein. Mais bon, comment expliquer ça? C'est un fait, hein, on ne peut que le constater. Il s'est passé quelque chose parce que c'était pas un rêve ordinaire qu'il a fait là, ce monsieur Phipps, hein, puisqu'après il a retrouvé le mur en question où son chien était mort. Alors, nous avons aussi le cas du romancier anglais Henry Haggard. Alors, Henry Haggard, bon, je ne sais même pas qui c'était moi-même à l'origine. En fait, c'est celui qui a créé le personnage d'Alan Quatermain. Voilà. Et alors, ce romancier, il était chez lui. Et donc le soir, il va se coucher. Et lui aussi, un cauchemar terrible. Il voit le chien de sa fille, qui était un vieux braque du nom de Bob, et il le voit comme tendre son museau, comme pour le supplier, pour lui dire qu'il est en train de mourir et ça va pas du tout. Alors le matin, il descend bien sûr prendre son petit déjeuner avec sa famille. Et il raconte son cauchemar, mais personne ne s'inquiète parce que le chien Bob, il avait été vu la veille au soir et les autres chiens de la maison. Et bon, on s'en est pas inquiété plus que ça. Seulement, arrive le moment où on donne la pète au chien et là, le chien Bob, il n'est pas là. Alors là, il commence à comprendre qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Alors, tout le monde va se mettre à la recherche de ce chien. Pendant 4 jours, ils vont fouiller la campagne et finalement, c'est lui-même, le romancier, là, qui va trouver le chien, mort, bien sûr, et dans une espèce d'étang, dans des roseaux. Et il se souvient que dans son rêve, effectivement, le chien, il avait l'impression qu'il se noyait. En fait, le chien en question, on a appris qu'il avait été heurté par un train lorsqu'il se promenait sur une voie ferrée, sur un pont doté d'une voie ferrée, et donc sa tête avait été fracassée, ses pattes aussi. Il était mort pratiquement sur le coup, mais il avait été éjecté du pont et il était tombé dans cette espèce de mare là, et c'est là où on l'a retrouvé. Voilà. Donc là aussi, il y a eu comme une communication au moment de la mort de l'animal avec, alors c'était pas son maître, mais enfin c'était le père de sa maîtresse, puis c'était le chien de sa fille. Voilà. Donc il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Alors maintenant, Pascal, je te propose de voir le cas Grazer. Alors maintenant, je vais arriver à un cas tout à fait exceptionnel. Alors c'est un certain Grazer, un Suisse, qui avait écrit à l'époque à Camille Flammarion. Tu sais que Camille Flammarion, il s'est beaucoup intéressé au phénomène de hantise. Hein. C'était vraiment le spécialiste en la matière. Alors, il faut dire qu'à cette époque-là, on avait des savants qui avaient l'esprit ouvert, on peut le dire, hein, parce que Camille Flammarion, c'est quand même le père de l'astronomie moderne, etc., mais une ouverture d'esprit. Je souhaiterais que nos scientifiques soient comme lui aujourd'hui, franchement. Et donc, je vais te lire alors carrément la lettre que ce Grazer a envoyée à l'époque à Camille Flammarion. Alors, c'est son témoignage qui est bouleversant, je le lis. Un peu solitaire, aimant l'étude et non le monde, je n'ai point d'amis, mais j'en ai eu un, c'était un chien. Ce chien était intelligent plus que bien des hommes. C'était mon gardien. Lorsque la nuit je restais seul à contempler le ciel, il était fidèlement couché à mes pieds. Son épaisse fourrure, c'était un Saint-Bernard, me couvrait les jambes. Il m'était difficile de bouger lorsqu'il fallait suivre la marche d'une étoile. Si j'étais dans ma chambre et lisais, il restait assis, me regardant, et je dirais même me comprenant. Je sentais qu'il aimait autant la solitude que moi, c'est pour cela que nous ne nous quittions jamais. Je vous fais cet exposé pour que vous puissiez comprendre mon affection pour lui et pourquoi je le considérais comme un ami. Voilà donc mon récit. C'était en décembre 1910, le 14 exactement, que ma mère emmena mon Bobby avec elle. Je dois noter avant tout qu'il avait la désagréable habitude, lorsque quelqu'un approchait, de se porter vers lui un peu trop bruyamment. En second lieu,
lorsque je discutais avec mon père, il se mettait de la partie et tenait sérieusement de mon côté. À la suite d'une plainte, je pense, je ne le sus que trop tard, hélas, mes parents résolurent de le faire abattre. C'était un soir à 7h30. J'étais dans ma chambre et j'entendis la porte s'ouvrir. Il ouvrait seul, étant aussi grand que moi, il mesurait 1,80 m. Donc, j'entendis la porte s'ouvrir, il vit apparaître mon Bobby. Il resta, l'air souffrant, sur le seuil. Je disais, viens Bobby. Il n'obéit pas. Je répétai alors mon ordre. Il arriva, il me frôla les jambes et se coucha sur le parquet. Je voulus le caresser, mais rien, il n'était plus là. Quoique je n'eusse jamais lu de pareilles histoires dans l'inconnu, je me précipitai hors de ma chambre. La porte était restée ouverte. Je téléphonai à Lausanne, à 2 kilomètres. Je demandai le claudicarissage et voici textuellement quel a été notre dialogue. Voilà le claudicarissage. Avez-vous vu une dame habillée en noir avec un chien Saint-Bernard? On vient d'en abattre un, il y a 2 minutes à peine. Il est couché, la dame est là. À ces mots, je tombai à la renverse et je m'évanouis. Lorsque je revins à mon état naturel, je demandai mon chien. Il n'était pas là, il était mort. On me raconta tout le drame. Telle est l'histoire de mon Bobby. Il est à remarquer qu'à la minute où il mourait, je l'ai vu de mes propres yeux, et ce qui enlève tout doute d'hallucination, c'est que la porte s'est ouverte d'elle-même. Tu vois, c'est un témoignage bouleversant. C'est beau. Et par contre, Camille Flammarion, qui est quelqu'un de très sérieux, qui voulait toujours vérifier les sources, etc., il a demandé à l'époque à un professeur d'université, justement de Lausanne, d'aller vérifier cette histoire, et tout a été corroboré au détail près. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chien, il a vu, il a même pu le toucher, hein. Il y a eu un contact physique, et après le chien s'est évanoui comme ça. Voilà. Donc c'est une histoire très très intéressante aussi à ce niveau-là. Et puis nous avons aussi le cas de la chienne créole. Alors la chienne créole, c'était une petite chienne espagnole qui appartenait à un avocat parisien, et elle avait pris l'habitude de dormir dans le couloir de l'appartement de cet avocat, au pied même de la porte de la chambre, hein, où dormait l'avocat. Et toutes les journées, les nuits se passaient de la même manière. Le matin, quand elle entendait son maître se lever dans sa chambre, elle grattait et elle gémissait jusqu'à ce qu'il lui ouvre la porte de sa chambre, et après elle entrait pour lui faire la fête, etc. Et par contre, il avait pris l'habitude, cet avocat, de la laisser à son garde-chasse à Rambouillet pendant l'automne, hein, pour qu'elle profite un peu de l'exercice durant cette saison-là, etc. Et un matin, donc on est en automne, il n'a pas sa chienne donc dans son appartement, puis il entend gratter et gémir à la porte de sa chambre. Il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais ça se trouve, mon garde-chasse est venu me voir pour une raison inconnue, il m'a ramené ma chienne, il ouvre la porte, personne du tout. Mais par contre, 2 heures après, il reçoit un télégramme de son garde-chasse, lui apprenant que sa chienne avait été tuée accidentellement par un chasseur, à Rambouillet. Voilà. Donc là aussi, la chienne s'est manifestée à son maître au moment où elle est décédée. Hein, c'est un cas aussi très très explicite. Passons au prochain cas, le petit chien Bounika. Voilà, tout à fait. Alors nous avons aussi le cas du petit chien Bounika qui appartenait à 2 sœurs, les sœurs Krijanowski. Alors c'est un petit chien qu'elles avaient adopté et qui était devenu malade. Il toussait, il suffoquait. Alors elle l'avait amené chez le vétérinaire. Le vétérinaire, bon, il pensait pas que ça serait mortel comme affection, mais enfin il leur a donné des médicaments et toutes les nuits même elle se levait pour lui donner des médicaments, pour le frictionner, etc. Puis un matin, il était plus mal que d'habitude. Et donc elles ont décidé, enfin la mère et l'une des filles ont décidé de l'amener chez le vétérinaire. Et le vétérinaire, malheureusement, n'était pas là, il était en visite, il fallait attendre jusqu'à midi. Et à midi moins 5, la sœur qui était restée à la maison, elle entend tousser dans la chambre, à côté. Alors, elle se lève machinalement, parce qu'elle se dit, tiens, il est là, le chien, il est encore en train de suffoquer. Elle ouvre la chambre,
et il n'y a personne. Enfin, il n'y est pas, naturellement, hein. La chambre est vide. Et par contre, elle entend à nouveau des gémissements comme ceux que ce petit chien avait l'habitude de faire lorsqu'il faisait la fête à ses maîtresses. Et mais après avoir entendu ces gémissements, tout a disparu, plus aucun bruit, et puis la pièce était restée naturellement vide. Quelque temps après, sa mère et sa sœur reviennent et elle va au-devant d'elle et elle leur dit Bonica est mort. Mais oui, comment tu le sais? Et elle leur explique ce qui s'est passé, l'expérience qu'elle a vécue donc dans la maison. Alors, ce qui est extraordinaire aussi dans ce cas, c'est ce qui s'est passé chez le vétérinaire, parce que au moment où il était en train en fait d'expirer, le pauvre chien, il a eu une terrible quinte de toux chez le vétérinaire, il allait mourir. La jeune fille, donc sa maîtresse, veut le saisir, le prendre dans ses bras, et à un moment donné, il y a eu une explosion de lumière rouge, un flash de lumière rouge qui l'a terrorisée d'ailleurs. Elle s'est mise à crier au feu, et le chien était mort. Mais alors, sa disparition s'est faite d'une façon tout à fait exceptionnelle, paranormale. Un flash de lumière rouge au moment où il mourait. Voilà. Et en même temps, il se faisait entendre dans la maison où l'autre sœur était restée. C'est un cas encore unique. Hein. Un cas très intéressant. Cas suivant. Je terminerai là pour ces manifestations d'animaux fantômes au moment de la mort par un témoignage. Alors, c'est celui de Madame Camier. Alors, elle nous a livré un témoignage en 1920. Alors, voilà ce qu'elle nous dit. Alors, je possédais une très belle chatte angora, aux poils longs, blancs, tachetés de gris, aux yeux verts encerclés de noir. La pauvre bête tomba malade. Je me vis dans la nécessité de la confier aux soins des vétérinaires. La nuit où elle mourut, j'ai senti, positivement senti, ma chatte s'accrocher avec ses ongles à la couverture et monter sur le lit, comme elle faisait habituellement. L'impression a été si réelle que j'ai tendu instinctivement la main pour m'assurer que je ne me trompais pas. Le lendemain matin, je me suis rendu chez le vétérinaire où l'on m'a appris que la chatte était décédée au cours de la nuit. Sa dernière pensée avait été pour moi. Voilà. Donc, tu vois, des cas tout à fait exceptionnels d'animaux qui, au moment de leur mort, se manifestent auprès de leur maître. Effectivement, des cas très, très impressionnants et très, très touchants, hein, parce qu'on se met à la place de ces pauvres maîtres qui ont perdu leur animal de compagnie. C'est vrai que c'est toujours un moment douloureux de perdre ces bêtes à chagrin, comme moi je les appelle. Maintenant, Pascal, on va passer sur d'autres cas d'apparition fantomatique. Là, ce sont des cas d'apparition d'animaux, mais post-mortem, c'est-à-dire qu'ils ils ont déjà quitté leur enveloppe corporelle depuis longtemps, et voilà, on les voit réapparaître. Alors, on va parler. Alors là aussi, j'ai un témoignage. Alors celui-ci, il n'est pas très vieux, hein. C'est le décès d'une chatte qui s'appelait Charlotte, qui est décédée au mois de septembre 1995. Alors là, c'est pareil. J'ai cette dame là qui m'a livré un témoignage très très touchant. Alors voilà ce qu'elle nous dit, cette dame. 48 heures après son décès, mon compagnon et moi-même aperçurent dans le couloir qui conduit à notre chambre à coucher, puis dans la chambre elle-même, une petite flamme bleue et or d'environ 30 centimètres qui sautillait comme un oiseau. Cette flamme traversa la fenêtre. Nous nous sommes précipités pour observer le phénomène. Elle s'installa à côté d'un conduit d'aération et c'est alors que Charlotte nous apparut quelques secondes comme pour un dernier adieu. Puis elle disparut brusquement. Nous sommes restés sans voix, nous étions bouleversés purement et simplement. Donc tu vois, là tu as un chat qui vient dire adieu 48 heures après sa mort. Voilà. Alors ensuite, alors ça c'est encore un cas aussi dramatique. Ça s'est passé en Écosse durant l'été 1887. Alors exactement, le lieu s'appelait Rothesay, ça concernait la famille Coates. Alors ces gens-là, si tu veux, le mari, la femme et leurs enfants, ils avaient hérité d'un chien collé hein, que leur avait donné le beau-frère. Et le souci, c'est que Monsieur Coates n'était pas capable du tout d'éduquer ce chien.
il savait pas du tout comment faire. Alors c'était un chien qui adorait sa famille, qui était très affectueux, tout ce que tu veux, mais qui faisait les 400 coups, voilà. Alors en plus, ils avaient pris l'habitude d'aller pêcher sur un lac, ils les laissaient tout seul vagabonder, le chien. Et un jour, ça s'est très très mal passé parce que le chien s'est mis à courir après un cabriolet tiré par un cheval. Le cheval a pris peur et il a renversé le cabriolet et avec sa passagère. La passagère était furieuse, elle est allée porter plainte à la police. Monsieur Coates a été convoqué à la police et il a été mis en demeure de leur donner son chien pour qu'il soit tué. Et c'est un agent de police qui est allé noyer le chien, figure-toi. Voilà. Ah, il n'avait pas eu le choix et donc c'était quelque chose de bien triste. Et puis 3 jours après, ils revenaient de promenade et ils voient leur chien. Mais vraiment, ils le voient. Il les attendait devant la grille de la maison et il remue la queue, il aboyait joyeusement. Ils se sont dit, bah, ils l'ont pas tué alors, il est là. Et quand ils ont voulu l'approcher, il a disparu. Voilà. Encore, tu vois, une manifestation post-mortem pour dire un dernier adieu. Voilà. Alors, nous avons aussi le cas de la chienne Polka. Alors ça, c'était une chienne qui était à moitié sauvage, qui vivait dans une forêt. Elle avait fait sa tanière dans une forêt, mais elle avait pris quand même l'habitude d'aller quémander la nourriture à une famille. Alors pour ce faire, elle gémissait, elle était aussi à la porte de la maison. Et les gens lui donnaient toujours, bien sûr, un peu de nourriture. Et puis un jour, ils ont appris que cette chienne avait été renversée, qu'elle avait été mortellement blessée, qu'elle avait dû aller mourir quelque part dans un fourré, on ne savait pas où elle était passée. Mais le lendemain, ils entendent gratter à la porte, des gémissements. Ils ouvrent, il n'y avait rien. Et ça a duré plusieurs jours comme ça. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils se sont dit, ben, on va quand même essayer de voir ce qu'elle est devenue, cette chienne. Et ils sont allés voir en forêt, ils ont retrouvé son corps. Et elle était morte, bien sûr, depuis plusieurs jours, mais ils ont retrouvé 3 chiots, dont 2 qui étaient décédés, et il n'y en avait plus qu'un seul qui était en vie. Et après avoir découvert son corps, les manifestations de cette chienne qui grattait à la porte, qui gémissait, se sont arrêtées aussitôt. En fait, c'est comme si elle avait voulu les alerter pour leur dire, voilà, je suis morte, mais venez vous occuper de mes chiots. Voilà. Encore un témoignage bouleversant. Voilà. Tu sais quoi, heureusement que tu l'as pas faite chez Anna, cette émission, parce que tu l'aurais mise en pleurs. Ah mais je te dis, c'est des cas, c'est bouleversant. Et moi, je te dis, quand je l'ai écrit, l'article, ça a été dur, hein, ça a été très dur. Alors maintenant, on va passer à un autre type d'apparition fantomatique. Pascal, ce sont des animaux qui annoncent, des animaux fantômes, hein, qui annoncent la mort d'un être humain. Alors, le cas le plus connu, c'est le cas qui s'est déroulé dans un manoir, le manoir d'Oxenby. On se trouve toujours au Royaume-Uni. C'est vrai que là-bas, les phénomènes de hantise, c'est monnaie courante, semble-t-il, en Angleterre. Enfin voilà. Donc ça s'est passé donc dans ce manoir et il y a Madame Arnold qui était une institutrice qui a raconté ce qui s'était passé dans ce manoir lorsqu'elle a vécu dans ces lieux lorsqu'elle était enfant. Alors un jour, une porte s'ouvre toute seule et elle voit un chat noir en sortir et se diriger vers elle. Et ce chat, il fait peine à voir parce que il a plus que 3 pattes, il a un œil crevé et puis il se traîne jusqu'à elle et puis hop, au moment où il arrive à ses pieds, il disparaît. 2 heures après, sa famille et elle, bien sûr, apprennent le décès du frère de la fille qui est mort dans un accident. Voilà. Alors déjà, apparition suivie de la mort d'un être humain. Voilà, c'était assez inquiétant tout ça. Je suppose que ça ne doit pas s'arrêter là, parce qu'une seule apparition n'est pas suffisante pour faire une corrélation. Effectivement, il y a eu 2 autres apparitions de ce chat. 2 ans plus tard, le chat, il se remonte, pareil, même processus, il se traîne jusqu'au pied de la fille et disparaît. 2 ans après, la mère de la fille meurt d'une attaque. Voilà, 2 heures après, sa mère meurt. Voilà.
Et le chat va faire une troisième apparition 4 ans plus tard. Alors là, la petite fille est devenue une adolescente. Et là, pour le coup, c'est son père qui meurt brutalement. Voilà, et toujours à quelques heures d'intervalle, il y a le décès qui suit l'apparition de ce chat. Alors, on a fait quand même une enquête sur l'histoire de ce chat et on a découvert que ce manoir, qui date du XVIe siècle, il appartenait à un couple qui était décédé et qui avait laissé leur jeune fils, un enfant, donc seul héritier. Et cet enfant, comme il était encore effectivement tout jeune, on lui avait donné un tuteur. Le problème, c'est que ce tuteur, c'est une véritable ordure, il n'y a pas d'autre mot. Et il a tué l'enfant, mais avant de tuer l'enfant, il lui avait fait signer un papier comme quoi il laissait la propriété au propre fils du tuteur, tu vois. Et comme si ça lui suffisait pas d'avoir fait cette monstruosité, il a, avant de tuer l'enfant, il a torturé son chat, qui est un chat noir, et donc, ce qui explique que le pauvre chat se soit montré après avec une patte en moins et puis un œil crevé. Il a tué après, bien sûr, le chat devant les yeux même de l'enfant. Hein, voilà. Donc, une histoire abominable. Hein, voilà. Et c'est ce qui a été découvert. Alors ensuite, j'ai un autre témoignage intéressant. C'est celui de Madame Wellman. Alors, ça s'est passé en hiver 1877. Alors, on est toujours pareil, on est en Grande-Bretagne. Hein. Alors, cette dame, elle était à l'étage de sa maison, et puis, bon, s'apprêtait à descendre, et dans le couloir, qui n'était pas éclairé, elle voit un grand chien noir devant elle, mais elle a du mal à distinguer. Alors, comme elle a elle-même des chiens, elle croit que c'est peut-être un de ses chiens, elle appelle, mais le chien continue son chemin, alors sans faire aucun bruit en plus, hein, et il descend l'escalier. Alors, elle le suit, et au bas de l'escalier, tu as un vestibule avec des portes, mais toutes les portes sont fermées. Et quand elle arrive en bas, plus rien, plus de trace de ce chien. Et par contre, elle a appris quelque temps que sa tante, qui vivait en Irlande, était décédée. Voilà. Alors, dans la branche maternelle de cette dame, elle explique que ça date depuis des générations. Chaque fois qu'un membre de cette famille, du côté de la branche maternelle, meurt, un chien noir apparaît juste avant. Voilà. Eh bien, écoute, j'en ai fini avec cette présentation de cas d'animaux fantômes. Hein. Je vais juste peut-être finir sur une citation de Plutarque, qui est assez... comment dire, qui va nous donner un beau message. Alors voilà ce que disait Plutarque. Pour un peu de chair, nous leur ôtons la vie, le soleil, la lumière et le cours d'une vie préfixée par la nature. Et nous pensons que les cris qu'ils jettent de peur ne sont point articulés, qu'ils ne signifient rien. Là où ce ne sont que prières, supplications et justifications de chacune de ces pauvres bêtes qui gémissent, regardons-nous comme indifférents de la perte d'une âme. Voilà, tu vois, Plutarque estimait aussi que les animaux avaient une âme. Voilà, ça sera le mot de la fin pour ce sujet. Alors, comme je l'avais dit en préambule, j'ai aussi un cas du coup à te soumettre qui, alors est-ce que ça va corroborer le fait que les animaux ont une âme ou pas, ça sera à vous de juger. C'était, allez, il y a 5-6 ans, ma fille à l'époque faisait de l'équitation et faisait des concours de CSO, c'est-à-dire de saut d'obstacles. Et il y avait un gros concours en Normandie du côté de Gaillon. Il y avait déjà participé deux fois, il me semble. Et c'était un concours où elle n'était pas à l'aise. Où, voilà, en général ça se passait bien, mais là-bas ça s'était mal passé à 2 reprises. Et le week-end où on devait aller à ce concours, disparition du jeune chaton qu'on avait recueilli. Il devait avoir 6 mois à peu près, ce chat. Donc on l'avait recueilli quelques mois avant dans la famille. Donc forcément, t'imagines l'adolescente en pleurs, et pas du tout en état d'aller faire ce concours hippique. Et moi aussi, bizarrement, j'avais une espèce de mauvais pressentiment, comme s'il allait se passer quelque chose à ce concours. Du coup, quand j'ai vu ma fille dans cet état, j'ai dit bon, on n'y va pas. C'est comme ça, le chat a disparu, on n'y va pas. Bon, il s'était enfui par la fenêtre et puis
Après, il était parti dans la campagne vagabonder. Et le chat, on ne le retrouve pas. Donc, tant et si bien, c'est qu'à un moment donné, je fais appel à une connaissance qui s'appelle Corinne Dupérat, qui est médium animaliste. Mais pour savoir ce qu'était devenu le chat, parce qu'on l'avait recherché partout, impossible à retrouver ce chaton, qui s'appelait Mystique, hein, au passage. Et donc elle utilise ses dons pour rentrer en communication avec l'âme du chat, parce que pour le coup elle est persuadée que les chats ont une âme. Et elle m'indique que le chat n'est pas mort, mais qu'il est dans une position très difficile. Elle le perçoit tout juste à peine. Il a l'air de ne pas être bien, de souffrir, mais il n'est pas mort. Bon. Donc je dis ça pour rassurer ma fille, mais personnellement, moi je pensais que le chat était malheureusement parti de l'autre côté. Le temps passe, et puis 5-6 mois plus tard, donc tu vois, c'est quand même assez long, je reçois un coup de fil de la mairie qui me dit écoutez, il y a une dame pas trop loin de chez vous qui a retrouvé un chat de telle couleur avec un collier gris avec le nom Mystique dessus, est-ce que c'est le vôtre? Abasourdi, ben oui, sûrement, oui. Il ne doit pas y en avoir 36 000, on va le voir. Et effectivement, on retrouve ce chat qui était très amaigri, mais qui avait grandi, hein, parce qu'il y avait 5 mois qui s'étaient écoulés. Juste, quand même, petite parenthèse, quelques jours avant d'avoir cet appel-là, j'avais une discussion avec ma fille qui était très triste d'avoir perdu son chat et qui m'avait dit j'aimerais le retrouver, le revoir une dernière fois pour lui dire adieu, tu vois, quelque chose comme ça. Donc on est content, on retrouve le chat, tout va bien, sauf que l'histoire se finit mal malheureusement, c'est-à-dire que 2 semaines après, il se réchappe et là par contre il se fait écraser, renverser par un camion, et donc il meurt. Mais quand même dans cette histoire, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que Corinne avait vu qu'il n'était pas mort, et effectivement, il ne l'était pas, hein, il était juste perdu dans la campagne, il n'a pas su revenir jusqu'à la maison. Et c'est peut-être un cas que tu n'as pas abordé, parce que c'est peut-être pas des cas qui sont documentés, mais est-ce que les animaux aussi sont pas parfois des anges gardiens et sont pas là pour prévenir de certaines situations? Sa disparition est tombée peut-être très bien, peut-être qu'elle nous a empêchés, tu vois, d'aller sur ce concours-là, où il se serait passé quelque chose de dramatique. On ne peut jamais savoir, hein, forcément, comme on ne l'a pas vécu. Et suite à la demande de ma fille, le chat revient pour un dernier adieu, et puis là, une fois qu'il avait accompli, on va dire, son destin, il disparaît définitivement. Cas étrange, je vous en laisse seul juge, mais c'est vrai que quand on le vit de l'intérieur, c'est quand même assez perturbant, on va dire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, déjà, chapeau pour la médium, hein, parce qu'elle t'avait dit la vérité, elle avait vu juste. Hein. Donc là, déjà, formidable, oui. Et c'est vrai que les chats, c'est un problème parce que s'ils se perdent, si le problème c'est qu'on peut pas retenir un chat, c'est un gros problème. Un chien, tu le gardes chez toi sans souci, mais un chat, il faut toujours qu'il aille vagabonder. C'est son instinct de chasseur qui parle et voilà. Et ouais, ce sont comment te dire, des soucis, hein, des gros soucis. Moi, peux te dire que j'ai 2 chats maintenant et j'étais pas du tout habitué aux chats puisque j'ai toujours vécu avec des patous, moi, avant, avec des gros chiens de 60 kilos. Et puis là, ça fait 4 ans maintenant que j'ai 2 minettes et je m'y fais toujours pas lorsqu'elles s'en vont. Je m'inquiète toujours. Elles rentrent à des heures pas possibles et puis on s'inquiète, voilà. C'est dur, c'est dur. Alors d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui fait que ce sont plutôt des âmes de chats, des fantômes de chats et de chiens que l'on voit. Peut-être parce qu'elles ont tissé un lien avec les âmes d'humains, parce que sinon on pourrait se dire comment ça se fait qu'on ne voit pas d'apparition fantomatique, tout simplement de dinosaures. Hein. Les dinosaures, il y en a eu partout sur toute la planète. On pourrait très bien rencontrer
le fantôme d'un tricératops au détour d'un bosquet. Voilà. Entre parenthèses, tu verrais l'apparition d'un T-Rex, par exemple, la panique que ça provoquerait. Ça serait quelque chose, oui. Donc voilà, c'est peut-être aussi qu'il faut ce lien-là pour que... Comme je te l'ai dit en début d'émission, bon, on a vu des fantômes de plusieurs espèces d'animaux, hein, des chevaux, des moutons, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai, c'est très très rare, et c'est surtout des fantômes de chiens et de chats, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, là, ce sont des animaux qui tissent des liens avec nous et qui veulent se montrer au moment de leur départ. On a vu des cas très très touchants, comme ce Saint-Bernard là, qui au moment de sa mort va dire un dernier adieu à son maître. Donc voilà. Et c'est pour ça que la plupart des animaux fantômes que nous voyons, ce sont des chiens et des chats. Effectivement, on a un lien affectif avec eux, c'est normal. Voilà. Alors juste pour conclure sur ce sujet, d'ailleurs, à une époque, tu avais écrit aussi un article sur les armées fantômes, et il me semble me rappeler que dans ton article, tu disais que les gens qui étaient témoins de ces armées fantômes entendaient le galop des chevaux, parce qu'à l'époque, hein, les chevaux étaient extrêmement utilisés pendant les batailles, et ils entendaient le fantôme des cavalcades, en fait. Bien sûr, tout à fait, hein. Parce qu'ils voyaient souvent d'ailleurs des armées se battre même dans le ciel, hein, ils voyaient des combats titanesques, hein, et tu avais des cavaleries qui s'entrechoquaient, et bien sûr, les chevaux qui bourraient aussi sur les champs de bataille, et ces pauvres bêtes ont payé un lourd tribut aux guerres des hommes, hein, ça c'est clair, hein. Quand tu vois les milliers de chevaux qui sont morts, et notamment pendant, j'allais dire, la dernière fois en 14-18, non, la dernière fois c'était même en 39-45, hein. Quand tu vois la cavalerie polonaise qui avait chargé contre les Panzers allemands, ils n'ont pas dû faire le poids, hein. Donc là c'est pareil, hein. Combien de pauvres chevaux sont morts sur les champs de bataille, ou tout simplement parce qu'ils ont été bombardés alors qu'ils tractaient des munitions, des choses comme ça, hein. C'est sûr que c'est pour ça que je te disais, des fantômes de chevaux, oui, il y en a aussi, hein, naturellement. Bon, voilà, en tout cas c'était un sujet passionnant, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler, donc merci Pascal d'avoir exploré ces pans-là du paranormal. Nous on te retrouve très bientôt dans Génération Cité d'Or numéro 2. Je rappelle que donc, le prochain crowdfunding va commencer dès le 14 juillet pour les précommandes de ce numéro 2, et bien sûr tu as un article, un long article concernant le mont Sinaï. Absolument. Donc je ne sais pas si j'en touche deux mots là maintenant, ou on laisse les lecteurs découvrir, avoir le plaisir de la découverte. on va les laisser découvrir le prochain teaser qu'on fera sur ce sujet-là. Voilà. En tout cas, merci Pascal d'être passé, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, et puis merci à vous d'être fidèles au poste, et puis je vous dis aussi à très bientôt sur Miasme TV ou sur le site générationcitédor.com. Allez, ciao ciao.